L'alimentation a toujours été considérée par nous comme un sujet très très important, au moins parce que l'alimentation devient un des risques majeurs des sociétés. C'est comme ça que les sociétés le voient, que les consommateurs le voient, que les mangeurs le perçoivent. Et puis l'alimentation, ça permet aussi de donner du sens, bien sûr, à l'ensemble d'une filière, à l'ensemble d'un système alimentaire qui, dans l'après-guerre, reconstruction oblige, avait une tendance descendante du type « il faut produire et vous mangerez ce qu'on aura produit », parce que de toute façon, on était aussi dans une certaine pénurie reconstructive. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Alors, ça ne veut pas dire que l'offre et la demande sont constamment inversées, mais qu'elles se recomposent de façon différente. C'est aujourd'hui, je veux manger ceci ici, tout de suite, pas cher maintenant. Si vous ne me le fournissez pas, j'irai le chercher ailleurs. Et donc, la pression de la société, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, est de plus en plus significative et importante. Alors, pour ce qui est des convergences mondiales, des conduites alimentaires, formule classique, on mange comme on vit. Autrefois, l'alimentation faisait la société. Il fallait consacrer beaucoup de temps et d'énergie pour arriver à faire survivre une société. Les sociétés archaïques passaient l'essentiel de leur temps à survivre de façon alimentaire. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est aujourd'hui la société qui fait l'alimentation, dans le sens où l'alimentation n'a plus que la place qui reste quand on a évacué l'ensemble des autres activités qui nous paraissent prioritaires. Un trajet en train, un trajet en voiture, une réunion, des mails, de la famille, des amis, du travail, etc. Et on sait qu'on peut très vite, pour pas cher, se nourrir n'importe où, n'importe quand, qu'on n'est plus du tout dans une société de pénurie et de reconstruction. Et c'est la société qui fait l'alimentation, dans le sens où ce sont les modes de vie qui fabriquent une multitude d'activités, dont l'activité alimentaire, mais qui devient de plus en plus, je vous l'ai mis, une activité résiduelle, intercalaire, une activité pratique et flexible que l'on réalise une fois qu'on a fait le reste. Et c'est déterminant, parce que ça veut dire que l'alimentation est de plus en plus poussée dans les coins, poussée du côté des murs, et qu'elle n'a plus cette position centrale de commensalité, de convivialité qui pouvait lui être consacrée dans une société encore d'après-guerre. C'est quoi ces tendances? C'est exode urbain, exode rural, c'est urbanisation, métropolisation, salarisation des sociétés. Et quand je vous dis ça, je suis à toutes les longitudes et toutes les latitudes, de pays pauvres comme de pays riches. Au Pérou, comme au Mozambique, en Afrique du Sud, comme en Espagne, vous avez des couches moyennes, salariées, urbanisées, de plus en plus féminisées, qui veulent accéder de plus en plus à l'éducation, à une consommation saine, etc. Et vous avez ces couches moyennes, ni très riches, ni très pauvres, mais ces vastes couches moyennes urbanisées mondiales qui, partout, portent des comportements alimentaires relativement similaires. Ces couches moyennes, vous les voyez en haut à droite. Elles sont rapidement décrites. En gros, en 2009, 1,8 milliard, on attend 3,2 milliards en 2020, dans un an ou deux, à l'échelle du monde. Et puis, on aura à peu près 5 milliards de personnes qui rentreront dans cette catégorie en 2030, dans une dizaine d'années. Et plus que la progression, ce qui compte, c'est le contenu de la progression. Le barreau bleu, c'est le barreau de la zone Asie-Pacifique, ce qui veut dire qu'en gros, nourrir le monde demain, dans 10 ans, ce sera nourrir des sociétés de la zone Asie-Pacifique en fonction de leurs critères, en fonction de leurs desiderata, en fonction de leur régime alimentaire. Et des pays, par exemple, aujourd'hui, comme le Brésil et surtout l'Argentine, sont des complexes agro-industriels complètement orientés vers la satisfaction des besoins des pays de cette zone Asie-Pacifique. Et souvenons-nous que partout, on a ces couches moyennes ascendantes urbanisées, comme en France. En France, on considère qu'on a aujourd'hui à peu près 80-85% de personnes qui sont sous des aires d'influence urbaine et qui ont donc des comportements alimentaires tels que je vais les décrire. Dans toutes ces zones-là, dans tous ces pays, on a cette montée de ces nouvelles couches sociales. On a partout une réduction des temps de course, un fractionnement des temps de repas, le développement considérable des industries agroalimentaires, le développement assez considérable de la grande distribution ou de la distribution, et en tout cas, c'est plus une agriculture vivrière de proximité, de moins en moins, une individualisation des repas, une baisse de la part du budget consacré à l'alimentation. On n'a jamais mangé aussi bien pour aussi peu cher dans l'histoire de l'humanité. Vous avez le tableau en bas à droite, dont le grand triangle rose du sud-ouest du schéma indique la part consacrée au Congo à gauche pour s'alimenter, 60-65%, ce qui est le lot de tous les pays qui restent relativement pauvres. Et puis vous avez les États-Unis à droite, 10%, 9%. En France, aujourd'hui, on consacre 12% du panier qu'on appelait autrefois de la ménagère du côté de l'INSEE à l'alimentation domestique, plus 4-5% en restauration hors foyer.
Là aussi, jamais on a aussi peu consacré pour manger aussi bien. Donc il y a une réduction de la valeur économique accordée à l'alimentation en volume et en qualité, et ça vous le trouvez dans l'ensemble du monde, avec des valeurs qui accompagnent cette transformation structurelle des sociétés, c'est praticité, santé, bien-être animal, développement durable, une diététisation et une médicalisation de l'alimentation, un rapport très médical à son assiette, où c'est plus simplement se faire plaisir en mangeant quelque chose, mais c'est plutôt entretenir sa santé. C'est aussi, comme je le disais, le passage très très significatif dans toutes les sociétés européennes et dans tous les lieux urbains où il y a cette tendance à la construction de couches moyennes, ce passage d'une politique de l'offre descendante, un peu autoritaire parfois dans l'après-guerre. Il a fallu construire la résurgence d'un continent détruit, et aujourd'hui c'est plutôt moi ici maintenant, je veux manger ceci, je ne veux pas manger cela, et c'est dans cette tendance-là que s'engouffrent toutes les sociétés. Convergence aussi, bien sûr, des transitions nutritionnelles ou des régimes alimentaires. Alors là, je fais très très vite, c'est des choses qui sont connues, mais c'est quand même une énorme nouveauté qu'on a sous les yeux aujourd'hui et depuis quelques dizaines d'années. En gros, le monde n'a jamais aussi bien mangé, même s'il y a toujours un stock incompressible, malheureusement, de personnes malnutries ou dénutries, en sous-nutrition, mais souvent beaucoup plus pour des raisons de guerre, de conflits, de défauts logistiques et de défauts des gouvernants dans l'amour porté à le gouverner que dans les capacités à produire qui peuvent assumer sans trop de difficultés les 9 milliards et demi ou 10 milliards des prochaines décennies telles qu'ils sont scénarisés. En 61, on avait en gros 2200 kilocalories personne jour en moyenne mondiale, donc ça cache évidemment de grandes inégalités, mais c'est quand même aussi des chiffres qui sont parlants. Les faits sont têtus, les statistiques sont là, il faut savoir accepter les choses avérées et objectivées. 2800 kilocalories personne en 2016, on stagnera autour de 3000 en 2030. Vous avez cette convergence qui est très bien signifiée par le schéma en bas à gauche, où vous voyez que l'ensemble des continents convergent, et si on prolonge les traits, ça va se retrouver autour de 2070, 2080, 2100, on ne sait pas trop. Toutes choses égales par ailleurs, il peut arriver plein de choses d'ici là, évidemment. Et puis vous avez sur le schéma du milieu ce résultat classique de toute l'histoire des sociétés qui, quand elles s'enrichissent, passent du végétal à l'animal. Vous avez la protéine animale en verticale et la protéine totale en horizontale, et vous voyez que tous les pays ont des pentes et des penchants qui sont similaires, avec bien sûr des différences, mais tous les pays qui s'enrichissent depuis 50, 60, 70 ans mangent de plus en plus de viande. Sauf que, mais j'y reviendrai, dans les 20 pays les plus riches du monde, depuis les années 85-90, au contraire, la baisse de consommation de viande est amorcée, et elle se renforcera. Et vous avez dans le schéma en bas à droite le revers de la médaille, mais qui est aussi quelque chose de partagé à l'échelle mondiale, c'est-à-dire les épidémies de surpoids et d'obésité, dont vous voyez qu'elles sont là aussi extrêmement parallèles. Mais en gros, de 61 à 2011, j'ai mis les chiffres que je ne vais pas commenter dans le détail. Vous voyez comment les sociétés, en s'enrichissant et en se développant, enrichissent leur nourriture pour des prix de plus en plus limités. Le commerce international des produits agricoles et alimentaires, environ 1400 milliards de dollars en 2016. C'est plutôt une petite mondialisation par rapport à la mondialisation de la science mathématique, de l'électroménager, du smartphone, de la voiture ou d'autres choses, parce que c'est des produits qui ne circulent pas si bien que ça, parce que leur valeur ou leur valeur ajoutée est évidemment moins importante que dès qu'on fait circuler des satellites ou des produits plus sophistiqués. Donc c'est une mondialisation qui se développe en volume, mais qui ne cesse de se réduire dans la part de la mondialisation totale. Et puis je vous ai mis des... Alors, ce n'est pas des projections, mais c'est des réalités avérées issues de travaux du CEPI. Vous avez les cartes des circuits commerciaux agricoles et alimentaires. Ça s'est encore accentué depuis. Et vous voyez que l'essentiel, c'est qu'en gros, on passe de plus en plus vers des échanges sud-sud, du nord vers le sud, de l'ouest vers l'est, de l'Atlantique vers le Pacifique, des poussées des grands émergents qui sont considérables, qui sont tous connus, et puis des nouveaux futurs émergents qui sont derrière, l'Afrique du Sud, le Vietnam, la Turquie et plein d'autres.
Et tout ça, ça fait qu'en termes de qualité de ce commerce aussi, il y a des transformations tout à fait notables, de plus en plus de boucles rétroactives entre importation et exportation, de commerce intra-firme, de chaînes globales de valeur qui tendent à ruiner la conception dominante en Europe et particulièrement en France de la filière. Aujourd'hui, les filières explosent en une multitude de chaînes globales. Bon, tout ça nous dessine un monde, évidemment, où nous étions autrefois le monde et où nous ne sommes plus condamné qu'à une partie, une petite partie du monde. Comment ça se traduit sur la France? Pour faire simple, je vais vous réduire ça à 4 familles de tendances. Première famille de tendances, de toute évidence, on mange plus simplement pour être ensemble, on mange plus pour ressourcer sa force de travail, on a de moins en moins d'activité physique, ce qui explique aussi qu'on mange de moins en moins de calories à terme. Il y a un bloc assez considérable de déterminants, des motivations, des valeurs, une valorisation de la performance individuelle, de la beauté, de l'esthétique, de la santé. Il faut s'entretenir, il faut rester maigre ou slim, etc. Et alors qu'autrefois, les prescriptions alimentaires étaient très religieuses, locales, familiales, communautaires, conviviales, il fallait rendre le repas, rendre l'invitation. On voit bien d'enquête en enquête comment aujourd'hui, de plus en plus, ce qui détermine le comportement d'achat, la cuisine et la façon de manger son assiette, c'est le sain. Est-ce que c'est bon pour ma santé? Est-ce que c'était bon au goût, mais on vient de me dire que le bon au goût n'était pas bon pour la santé, donc qu'est-ce qui est bon pour la santé? On a une relation thérapeutique à son assiette, de plus en plus, avec une volonté d'éviter certaines pathologies. Moi, je suis constamment frappé par le fait que de plus en plus de personnes disent que manger, ça devient se soigner, que dans l'alimentation, il y a de plus en plus aussi d'alicaments, qu'on a une conception de plus en plus chimique, anglo-saxonne de son assiette. On ne mange plus des saucisses et des lentilles ou des huîtres et du beurre. On ne fait plus la godaille ou chabreau dans la région avec du vin dans une bonne soupe, etc. Non, ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on ait des acides aminés, qu'on ait des protéines, qu'on ait des glucides, qu'on ait des protides, qu'on ait des composants, qu'on ait des ingrédients. Et il y a une lecture de plus en plus médicalisante de l'assiette qui serait saine ou de l'assiette qui serait malsaine. Il y a aussi, dans toute cette famille d'évolution, un éloignement considérable du monde agricole. Il n'y a plus de terre dans les cuisines, il y a une désagricolisation de la cuisine d'aujourd'hui, qui est une cuisine d'assemblage, d'une cuisine de réchauffage, une cuisine qui, sur les plans des architectes, se réduit d'ailleurs en taille et qui, après avoir été ouverte à l'américaine, va ne plus être dans 30, 40 ans qu'un point chaud et un point froid, où au dernier moment, on pourra, dans une société de plus en plus rapide, où les rythmes de vie sont des rythmes de ville, se faire le repas intercalaire une fois qu'on a eu toutes les autres activités. Il y a une complète méconnaissance, bien sûr, de la filière alimentaire et de ses modes de production, et une complète méconnaissance aussi de la chaîne de valeur alimentaire, puisqu'on vous dira facilement qu'une baguette de pain à 1,20 €, 25 €, arrivée au cœur de Bordeaux ou de Paris, c'est trop cher, alors que le dernier smartphone à 700 €, il est vraiment pas cher. Voilà, la conception de la traçabilité, la recomposition et la reconnaissance de l'ensemble des consommation énergétique intermédiaire pour m'amener cette baguette de pain disparaît complètement dans la conception commune, dominante du mangeur à son assiette quotidienne. Nouveau rapport à la nature aussi, qui transparaissent très clairement dans les enquêtes sur l'alimentation. C'est toujours une nature sage, irénique, sympathique, nourrissante, nourricière, alors que les travaux du GIEC nous montrent, et nous montreront encore plus demain avec les épisodes climatiques qu'on a tout juste commencé à voir, mais qui vont être structurellement bien plus puissants dans les années 2050, 60, 70, que la nature, c'est aussi quelque chose de dur, de violent, d'implacable, de cruel. Or, la nature véhiculée par l'alimentation, c'est une nature douce et sereine qu'on a envie de caresser parce qu'elle nous nourrit, etc. On a construit une explosion discursive, positive autour d'une nature qui en réalité n'est pas celle qu'on croise tous les jours. Et tout ça à partir je pense, d'une mauvaise compréhension du principe de précaution et la transformation du principe de précaution en sorte de principe de négation, principe de soustraction, comme si par une pensée magique assez éternelle, il suffisait de sortir un seul ingrédient d'un processus de plus en plus industriel pour purifier l'ensemble de la chaîne, comme s'il suffisait d'enlever un élément impur pour que tout le reste redevienne pur. C'est absolument pas comme ça que ça se passe et c'est absolument pas comme ça que les sociétés vivent.
Et puis, cette baisse de la consommation de protéines animales, j'ai mis une tête d'un petit veau ou une tête d'un chien. On aimait bien les chiens, mais le petit veau paraît presque plus attendrissant. Regardez comment, en 20 à 30 ans, au-delà de tout ce qu'imaginaient les prospectivistes et les historiens, comment le rapport à l'animal a changé, comment le rapport à la viande a changé. On avait, à la fin du 19e, mis les abattoirs en dehors des communes pour ne pas trop voir à la fois le sang et la façon de tuer. On mangeait un morceau de viande, et pour reprendre le titre d'un Canadien d'il y a 3-4 ans, de plus en plus aujourd'hui pour les nouvelles générations, on recommence historiquement à voir son steak comme un animal mort. On imagine les yeux, on imagine l'animal vivant, etc. Et comment, en quelques décennies, on a eu un rapport à l'alimentation animale et donc à l'alimentation végétale qui a complètement évolué dans les 20-25 pays les plus riches du monde. Si manger une entrecôte, c'était un facteur de sociabilité, de position sociale, c'est devenu aujourd'hui une non-évidence qui est de plus en plus critiquée, alors que l'évidence devient aujourd'hui de faire un régime qui évacue la viande. Il y a des constructions sociales extrêmement rapides de ces types et très très intéressantes à suivre. Digitalisation de la société, numérisation de la société, l'homo occidentalis jeune a le pouce greffé sur son téléphone portable. On a des sites, on a des réseaux sociaux, on a une alimentation connectée, avec sur ces grocery halls, je ne sais pas si vous connaissez ces sites de déballage où des jeunes femmes, c'est souvent des femmes américaines par exemple, mettent sur une table ou sur un canapé l'ensemble de leurs achats. Elles disent ça c'est très très bien, ça c'est pas bien, ça c'est très bon rapport qualité-prix. Et ce qui compte, c'est que la capacité de prescription d'achat de ces personnes qui ont 100 000, 200 000, 3 millions, 8 millions d'abonnés, leurs capacités de prescription sont infiniment plus grandes que les capacités autoritaires, autorisées de prescription du préfet, du vétérinaire, de l'agriculteur, du soignant, du médecin ou du diététicien. Ce qui fait que on peut aujourd'hui évidemment scanner n'importe quelle étiquette, qu'on peut lancer avec un téléphone et quelques amis sur des réseaux une opération de boycott d'une marque ou au contraire de boycott pour acheter plus. On peut créer des causes et des mauvaises causes, avoir des vérités du matin qui sont des mensonges du soir, être dans une société de la post-vérité où on ne sait plus ce qui est vrai parce que tout devient vrai et à la fois faux, tout dépend du canal qu'on utilise. On est dans du vraisemblable, c'est-à-dire des choses qui sont semblables à du vrai, mais sans trop savoir comment elles ont été construites socialement. Et finalement, il y a une certaine ruine de l'expertise alimentaire, avec une multitude de moulins à parole qui multiplient non pas les vérités, mais les malentendus et les malentendants, surtout. On avait un modèle à 3 repas typique dans les sociétés occidentales. De plus en plus, on passe à des modèles 3, 4, 5 prises qui s'alternent. Simplification des repas. On a été, il y a 20-30 ans, sur la question du fromage ou dessert. Maintenant, c'est plutôt la question de entrée ou dessert. Et puis, la chute du fromage entraîne la chute du pain. On n'a jamais aussi peu consommé de pain en France, 90 grammes par personne et par jour. La chute de la viande rouge entraîne une certaine chute des légumes. La chute de la viande rouge et des recettes à base de viande, de bœuf en particulier, est en train d'entraîner le début d'une chute du vin rouge, avec plutôt le vin rosé et le vin blanc qui se déclinent plus facilement dans une alimentation plus nomade. Voilà, on pourrait multiplier les exemples, bien sûr, mais ce qui compte, c'est que l'alimentation est prise dans une recherche de praticité, de nomadisme, de prêt-à-manger, de livraison à domicile, de repas en kit. Tout de suite, ici, maintenant, pas cher, parce qu'il faut que ça s'adapte à mon mode de vie et l'alimentation m'accompagne, alors qu'autrefois, l'alimentation fabriquait la société. Et l'accélération des modes de vie a tendance à mettre l'alimentation dans les interstices qui lui restent. Et dans les interstices, on ne peut pas faire un bœuf bourguignon. Dans les interstices, on ne peut pas faire des plats qui vont prendre 3-4 heures. On peut le faire une fois de temps en temps pour faire plaisir à des amis. Et puis le lendemain, on mangera un sandwich dans un train. Puis le lendemain, on mangera dans sa campagne, dans sa cantine d'entreprise. Et puis le lendemain, on mangera autre chose. C'est-à-dire qu'on est dans un flexitarisme alimentaire constant et exacerbé, où il n'y a plus un modèle stable, mais des adaptations de l'alimentation au moment de la vie telles qu'on les vit. Comme je vous l'ai dit au début, on mange comme on vit. Le consommateur qui joue à être acteur, alors qu'il est beaucoup moins qu'il le croit, dans beaucoup de cas, mais qui veut faire des économies, qui considère qu'il faut manger moins, mais manger mieux. Ça, c'est ce qu'il dit. Puis après, quand on regarde ce qu'il fait, c'est pas si évident que ça. Qui prône la frugalité. Puis quand on regarde ce que c'est que sa frugalité, c'est pas aussi frugal que ça.
ça, qui veut faire des arbitrages entre le plaisir et le coût. Voilà, il y a toute une rhétorique dans la société contemporaine sur le mangeur conscient de ce qu'il met dans son assiette. Or, comme l'alimentation est quelque chose que depuis la plus prime enfance, on incorpore dans notre corps, et qui façonne des inconscients et des pulsions qui ont en grande partie tendance à nous échapper, réguler soi-même son alimentation est une des choses les plus difficiles que l'on puisse faire. En revanche, dire qu'on est moderne en mangeant ce qu'il faut manger quand on veut paraître moderne, ça c'est facile à dire quand il y a des enquêtes d'opinion. Individualisation de l'alimentation, réduction de la taille des ménages, personnes seules, format, découpe, réduction du grammage, services alimentaires sur mesure. On voit comment le blister envahit bien sûr la grande distribution et comment ne serait-ce que les références de charcuterie font que voilà, c'est plus du tout le même rapport à l'alimentation qu'on a sous les yeux. Et puis dernier point sur ce point 2, c'est ce que j'ai appelé les communautés alimentaires, c'est-à-dire que manger, ça nous pose et ça nous oppose. Ça nous pose comme étant capable de manger ceci par rapport à d'autres qui ne mangent pas la même chose. Manger a toujours été dans la société un signe distinctif, identitaire. Et ça l'est de plus en plus. Ça l'est de façon même de plus en plus exacerbée, à tel point qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne mangent pas simplement ce qu'ils aiment manger, mais ils mangent ce qu'ils pensent qu'il faut manger compte tenu de ce que pensent d'eux les gens qui les aiment. Ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que je veux paraître moderne, donc je mange ceci. Je veux paraître terroir, donc je mange cela. Moi aussi, je pourrais manger du fenouil demain. Moi aussi, je continuerai à manger de la côte de bœuf, etc. J'exagère sur le côté un peu militant, mais il y a la construction d'une identité à travers une alimentation, ce qui n'existait pas il y a 40 ou 50 ans, où manger était encore une nécessité physiologique élémentaire quotidienne. Point. Aujourd'hui, l'alimentation rentre dans la capacité à distinguer un moi, un nous et une communauté à laquelle je pense appartenir. Je pense appartenir à la communauté de ceux qui, en étant végétariens ou carnistes, ont tel et tel comportement reconnaissable. Le monde est déjà dans notre assiette, la mondialisation alimentaire n'est pas devant nous, elle est déjà là. L'histoire des continents montre qu'il y a une histoire des ingrédients. Le pamplemousse arrive dans les fins des années 60, l'avocat des années 70, le kiwi. Les aliments ne cessent d'arriver dans notre assiette. Donc on a déjà une alimentation extrêmement variée. On n'a jamais eu autant d'origines et de produits apportés de la main dans tous les pays, y compris dans ceux, j'y reviens au début, qui pourraient paraître plus pauvres ou plus inégalitaires. Cette mondialisation, deuxième remarque, n'est pas une homogénéisation. Ce n'est pas une conformité générale de base, comme on le craignait il y a 30 ans dans la grande explosion de la mondialisation. Et quand on a fait ce travail, les gens du ministère nous disaient « Oui, faites un travail sur la mondialisation alimentaire ». Pardon, parce que c'est insupportable, on mange partout la même chose, il y a une conformité, une homogénéité, une banalisation de l'alimentation. Et ce qu'on a trouvé, c'est tout le contraire. Ce qu'on a trouvé, c'est que chaque produit mondial, chaque produit a de plus en plus de chances d'être international et mondial. Chaque terroir, chaque zone de la Terre a de plus en plus de chances de s'exporter dans tous les autres territoires. Et en même temps, il y a des phénomènes très importants de réadaptation, de créolisation, de métissage, de croisement, de brassage qui font que oui, il y a de la pizza partout, mais c'est jamais la même pizza. Oui, il y a du chocolat et du café partout, mais c'est jamais le même café et le même chocolat. Oui, le hamburger est parti de Hambourg, il était très allemand et puis il est devenu très anglo-saxon et très américain, et le hamburger, il n'est jamais partout le même non plus. Et c'est pas parce qu'on se raconte ensuite des histoires avec ce jeu rarement innocent de la mémoire et de l'oubli qu'il faut croire ce que disent les sociétés. La pomme de terre n'est pas belge, la tomate n'est pas italienne, la banane n'est pas caraïbe, et le manioc n'est pas africain. Ça, c'est ce qui reste quand on a oublié tout le reste. Et en même temps, on est en France et en Europe dans des zones où il y a d'assez fortes contre-tendances localisantes, nationalisantes, terroir, est-ce que c'est produit ici, est-ce qu'il y a le label bleu, blanc, rouge, est-ce que voilà, il y a aussi ce sentiment océanique d'être ouvert à un monde qu'on ne maîtrise plus, on ne sait plus ce que l'on nous fait manger, et donc on essaye de retrouver un contrôle sur son alimentation à travers ces contre-tendances de proximité, de circuits courts qui ont leurs vertus, qui sont très très puissantes, qui sont très fortes, qui créent une diversification des emplois, des paysages et des territoires, et qui en même temps trouvent leurs limites parce que jamais dans l'histoire les
villes n'ont été capables de se nourrir sur leurs franges, sur leurs limites. Une ville comme Nantes, qui a des projets très intéressants d'alimentation de proximité, plafonne, disent les responsables, à 5-6%. S'ils veulent faire plus, ça coûtera très cher. À Montpellier, si on veut nourrir Montpellier sur Montpellier, il faut consacrer l'ensemble du département de l'Hérault à de l'alimentation pour les Montpelliérains et mordre sur les franges des départements environnants. Donc ça paraît peu probable. Reprendre le contrôle de son alimentation, cuisine, loisirs, faire à la maison comme on a vu à la télé, faire à la télé comme on a vu au restaurant, on voit comment toutes ces choses-là sont importantes. Authenticité, patrimoine culturel, signe de qualité. Je vous avais mis la petite canette de coca pour vous indiquer que oui, il y a du coca partout dans le monde, mais il y a aussi partout dans le monde des coca qui sont des contre-coca. Et en France, il y a un peu moins de 500 contre-coca historiquement enregistrés depuis qu'ils existent. Il y a du Bresse Coca, du Elsace Coca, du Coca Cacher, du Coca Halal, du Coca basque, du Coca occitan, voilà, 477 ou 78 quand on faisait le bouquin. Hein. Et puis McDo, c'est une anamorphose, c'est-à-dire que le nombre de restaurants et leur chiffre d'affaires est proportionnel à la taille du pays. Vous voyez qu'aux États-Unis, il y a un gros rond gris parce que c'est le pays majeur, mais l'Europe s'en tire plutôt bien et la France plutôt plus que les autres, puisque c'est le pays après les États-Unis où il y a le plus de restaurants McDo et où les chiffres d'affaires et où les bénéfices surtout sont les plus substantiels. Mais en même temps, on ne va pas au McDo chez nous comme on y va aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on y va à heure fixe, ce qui ne se fait pas dans une culture anglo-saxonne adolescente où il faut justement y aller n'importe quand dans un filage de la journée. On y va pour fêter des anniversaires, on y va chez nous avec les grands-parents ou avec les petits-enfants. Voilà, on familialise et on digère une proposition anglo-saxonne pour la conformer au modèle français. Et dernier point, je vais très vite, quatrièmement, quête de sens, évidemment, dans tous ces comportements alimentaires. L'alimentation est rentrée depuis 20 ou 30 ans dans la catégorie des risques. Nous sommes de plus en plus dans une société du risque. C'est-à-dire que plus les sociétés s'enrichissent et plus elles vivent longtemps, plus elles vivent mieux, plus elles vivent heureuses, plus elles vivent égalitaires aussi sur le long terme, et plus elles craignent de plus en plus de perdre ce qu'elles ont gagné. Nous sommes dans une société du risque, et l'alimentation est rentrée dans la catégorie des risques. C'est un nouveau risque sur la liste des risques. Or, ce qu'on peut dire, c'est que sur le long terme, plus les risques régressent et plus les risques qui subsistent paraissent insupportables. Les risques alimentaires ont considérablement régressé, mais le risque alimentaire paraît d'autant plus insupportable qu'il a beaucoup régressé. Il a beaucoup régressé avec l'hygiène, avec le frigo, avec le médecin. C'est beaucoup mieux que la souillarde et telle ou telle chose. Et puis, au fond, nous n'avons jamais aussi bien mangé, en tout cas en termes de sécurité sanitaire, à l'échelle mondiale, en Europe ou en France. Il n'y a jamais eu aussi peu de chances de finir aux urgences à cause de ce que l'on a dans notre assiette, mais puisqu'on n'a jamais aussi bien mangé, et on n'a jamais aussi autant craint de manger mal. Et plus on mangera bien, et plus on continuera à fabriquer ce sentiment d'insécurité alimentaire. Donc il y a une vraie entrée de l'alimentation dans la catégorie des risques, après le risque accident de la route, le risque échec scolaire, le risque inondation, le risque ceci, le risque là. Le risque manger mal est exacerbé par rapport à la réalité du manger bien. Individualisation, autonomie, libre choix qui s'exprime très très fortement, demande de transparence, d'information, on le voit beaucoup dans les enquêtes. Les modalités de production, c'est fabriqué comment, par qui, comment, ça vient où, etc. La volonté de racontez-moi l'histoire de la traçabilité, la redevabilité des choses, l'accountability, disent les anglo-saxons. Expliquez-moi. C'est très bien, et en même temps, c'est un très bien qui est une nécessité, mais qui a fortement ses limites, parce que si on est dans une société du risque, on est aussi dans une société de la communication exacerbée. Si vous dites rien, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire et qu'il n'y a pas grand risque, on vous accuse de cacher ce qu'il aurait fallu dire, et si vous dites quelque chose, on vous accuse de cacher autre chose en disant cette chose-là. Donc dans tous les cas, communiquer, c'est être perdant. Dans une société du risque qui a peur de vivre, dans une société de défiance, communiquer, c'est presque toujours se condamner à être perdant, puisque l'autre interprète ce que je dis, non pas en fonction de la vérité que je lui dois, mais en fonction des craintes qu'il peut avoir. Moins de gaspillage, moins d'emballage, prix de revient, relations commerciales, etc. etc. Tout ça fait qu'on n'est plus dans une société qui mange des aliments, on est dans une société du service alimentaire.
Il faut procurer des services à des individus de plus en plus mouvants, rapides, récalcitrants, critiquants, aimants aussi. Et il faut que ce service soit à la hauteur de leur mode de vie. Et je conclurai sur la dernière phrase, puisque là, dans la quête de sens, on pourrait parler par certains côtés d'une société du blabla alimentaire, parce que je pense qu'on parle beaucoup trop de l'alimentation par rapport à la réalité de son objectivité quotidienne. Il y a une explosion discursive, des moulins à parole autour de l'alimentation qui sont médiatiques, qui sont syndicaux, qui sont politiques, qui sont bureaux d'études, etc. Et tout ça, ça montre que de plus en plus, on donne une vraie valeur considérable, culturelle et sociale à l'alimentation. On la porte de plus en plus haut dans des cultures gastronomiques nationales héritées du passé. Et en même temps, plus cette valeur culturelle et sociale augmente, et plus malheureusement, on a l'impression que la culture des sociétés et des mangeurs vis-à-vis de la culture économique de l'alimentation régresse. Et donc, il y a un très très grand écart entre tout ce qu'on dit de l'alimentation et tout ce qu'on est capable de faire pour vraiment assumer ses motivations, ses objectifs et ses choix quotidiens. Merci beaucoup. Merci.